Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. On se retrouve pour une nouvelle journée de MLS ce week-end. Ça y est, on est parti maintenant. On va attaquer la troisième journée ce week-end. Alors sans plus attendre, on est parti pour un nouvel épisode de MLS Time. Let's go! Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de MLS Time. C'est avec un grand plaisir, comme d'habitude, que je vous retrouve pour parler pendant une demi-heure, une heure de MLS, avec grand plaisir chaque semaine. On a eu une journée numéro 2 le week-end dernier, un peu moins folle en termes de buts, mais avec des matchs tout aussi intéressants qu'on livrait des résultats parfois surprenants. Alors ce qui n'a pas été surprenant, c'est que Chicago a ouvert en deux Montréal, en même temps en étant à 10 contre 11 réduits, donc ils se sont imposés 3-0. Les Red Bull New York ont enchaîné avec une deuxième victoire à la maison face à New England. New England, on y reviendra après, c'est quand même compliqué. Les Rapids n'ont fait qu'une bouchée de Portland, où Portland n'a quasiment pas existé dans le match. Minnesota, ça c'est le gros résultat, a battu Cincinnati à domicile 1-0, et Cincinnati, ça a été compliqué sans. Salt Lake avait aligné une équipe très très jeune et s'est imposé à la maison contre Seattle, qui était au complet avec l'équipe type 2-1. Atlanta, mon équipe d'Atlanta, on va y revenir, catastrophe du côté de San Jose. Dallas a tenu tête à Nashville à domicile 0-0. Attention à cette équipe de Dallas, je vous l'ai dit, elle va être compliquée à manœuvrer cette saison. LAFC s'est imposé 2-0 à Houston. Houston qui a pris 2 cartons rouges. Mais malgré ça, ils ont fait un match où je pense qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ça remet en rien la question de Houston. Va-t-il être solide cette saison? Pour moi, Houston sera solide. C'est vraiment qu'LAFC a fait un énorme match. Et ici, de partout contre Columbus. Columbus qui faisait son deuxième déplacement hors conférence et qui a encore... qui avait perdu à Portland, mais là qui réussit à arracher un nul à SKC avec un grand Joe Belgique. On va y revenir aussi. Vancouver a ouvert en deux de Toronto 3-0, tout comme LA Galaxy qui a mis 3-0 à Charlotte, qui n'a pas existé. Austin a gagné 1-0 face à DC, un match qui s'est décanté à la toute fin. DC, ça va être quand même solide cette saison quand ça va bien prendre offensivement. Ça se procure pas beaucoup d'occasions, mais ça devrait être intéressant. Philadelphie, deuxième défaite en 2 matchs, 2-1 à domicile contre NYCFC. Le derby de la Floride a vu Miami renverser le match et Messi gagner 4-2. Et San Diego, est-ce qu'il y a une surprise, a gagné 2-0 contre Saint-Louis. Bon, on va pas vous faire un topo classement, c'est un petit peu tôt dans la saison, mais à savoir quand même que dans la conférence Est, on a du 10e au 15e, donc les 6 derniers, Philadelphie, Orlando, Toronto, New England, Atlanta, Montréal, 0 points en 2 matchs. De l'autre côté, tout le monde a marqué au moins un point, même Kansas City. Les tops, les flops sur cette journée, on va commencer par les tops cette semaine. Moi, c'est Diego Chara qui m'impressionne. Bientôt 40 ans, Diego Chara est immortel à Portland. Il est sur tous les ballons, tous les duels, il intercepte tout. Franchement, son contrôle au milieu, il me fait penser un peu à Darlington Nagbe. C'est assez fou d'ailleurs. Nagbe, au passage, pour ceux qui se souviennent, a intégré le staff de Columbus en tant que préparateur mental, si je ne dis pas de bêtises. Les tops du côté des Red Bull New York, comment ne pas citer les 2 jeunes Mehmeti et Julian Hall, qui marquent son 3e but en 2 matchs, et Mehmeti qui lui délivre encore une passe D, donc 2 passes D en 2 matchs. On est sur 2 jeunes ultra intéressants. Après, est-ce que ça va durer dans le temps? À voir. Du côté des Red Bull New York, moi j'ai beaucoup aimé encore le match de Justin Che derrière, qui est très très solide, et Ethan Horvat, qui a été en difficulté sur la pré-saison au but, a fait les arrêts qu'il fallait au bon moment de ce que j'ai vu. Donc cette équipe des Red Bull New York, bien menée par Michael Bradley, ça risque d'être intéressant, et ce week-end ils reçoivent Montréal. J'ai très très peur pour Montréal. Triantis et Yeboah, ça je voulais le noter à Minnesota, c'est très très intéressant. Triantis qui est vraiment un joueur que j'adore voir jouer. C'est un joueur qui est au-dessus du niveau. Alors oui, on me l'a signalé, en première ligue, il aurait peut-être pas le niveau. Je pense que c'est quand même un joueur qui peut jouer dans les grands championnats, qui est très très intéressant.
et qui sait se projeter, qui a la récupération. Il a l'air tout frêle, mais à la fois très costaud. Donc c'est vraiment un super joueur. Je vous invite, si vous regardez Minnesota, à focus un peu sur Triantis. C'est vraiment un joueur très intéressant. Colorado, je voulais souligner parce que c'est une victoire très très belle face à Portland. Qui s'est fait vraiment malmener. Et Colorado, on sait, dans son stade en altitude, c'est toujours compliqué d'y aller. Et l'AFC, bah, comme je vous l'ai dit, hein, qui fait craquer Houston, il lui fait prendre deux rouges, Stakio, Bouanga, Son. Cette équipe est quand même redoutable. Alors même si je pense qu'il va falloir qu'il se trouve un latéral gauche parce que Segura, Eddie Segura, il y a eu une stat qui est passée, il a touché quasiment 100 ballons. Mais aucun ou très peu dans le dernier tiers, donc c'est vraiment un défenseur central. Donc voilà, moi je pense qu'il faut que peut-être Smoliakov ou qu'ils aillent chercher un latéral gauche, mais ça risque d'être compliqué avec Segura latéral gauche toute la saison. Salt Lake, eh bien 17 à la suite, comme je vous le disais la semaine dernière, ils étaient à 16 victoires depuis 2012 enfin 16 matchs sans défaite depuis 2012 face à Seattle chez eux. Et bien le 17e, avec une équipe très très jeune qui s'est imposée. Et les Galaxies, eh ben, écoutez, Gabriel Peck est de retour aux affaires et il est bien accompagné par son compatriote. Je vois au Klaus, moi j'avais beaucoup de doutes sur Klaus, comme vous le savez, je trouvais que c'était un attaquant un peu rustre. Mais bah, c'est un peu comme Ramirez à l'époque où ça tournait bien, c'est le point d'appui, un peu comme Joe Belgique, voilà, c'est le gars qui pèse et qui a des mecs qui lui délivrent les ballons. Marco Reus, mine de rien, on n'en parle pas, mais il fait un bon début de saison, donc c'est vraiment intéressant. Et je vous parlais de Joe Belgique il y a 2 secondes, donc bah, encore un doublé, Joe Belgique. Je pense que ce mec, lui par contre, il est vraiment au-dessus du niveau de la MLS. Joe Belgique, Dejan de son prénom, qui est à SKC, qui est parti pour 4,3 millions en cash. À l'époque, il était à LA Galaxy. SKC l'avait récupéré. Je pense que sans Manu Garcia et surtout sans lui, SKC n'a rien. Clairement, ce mec arrive à transformer des ballons de merde en but. Ses enchaînements, c'est tout le temps le bon contrôle, la bonne prise. Il se pousse le ballon au bon endroit pour enchaîner vite. Enfin, franchement, c'est un top attaquant, Dejan Joveljic. C'est vraiment un joueur, quand vous regardez SKC, vous pouvez focus que sur lui et Manu Garcia et vous raterez rien du reste. Même si SKC est surprenant sur ce début de saison et fait pas des matchs dégueulasses. Kalinja, je veux le souligner, Kalinja qui avait été encore énorme la saison dernière, alors même malgré un passage à vide, et il fait un début de saison monstrueux. Alors oui, il prend 3 buts, mais je pense que sans lui, Charlotte en prend 5 ou 6. Tout comme Gillier, je voulais le signaler à Montréal. Alors il cause un but, enfin il est sur un but, il est sur la photo, sur le penalty, mais bon, il est abandonné juste avant par Guboglo. D'ailleurs, Guboglo vendu comme un crack l'année dernière. Moi, je répète, ça s'est enflammé en 2 matchs de sa part. C'est un joueur qui n'a pas le niveau de joueur en MLS, ou pas tout de suite en tout cas. Et Gillier, malgré ce penalty provoqué, a fait vraiment un match très intéressant. Je voulais souligner Timo Werner qui est entré, qui a amené une passe décisive directe. Voilà, Timo Werner à San José, qui est une équipe surprenante. Je pense qu'il y a moyen que Tonton Bruce nous cuisine un truc sympa. On va voir dès ce week-end, ils vont se déplacer, mais en tout cas, San José est très surprenant. Je pense que Bruce Arena a un effectif à sa main, avec des joueurs dociles, voilà, comme je disais, qui vont écouter et bien menés par Timo Werner si il décide à jouer au foot. Et puis bah, après, on va signaler Vancouver et super Thomas Muller qu'on fait qu'une bouchée de Toronto. Toronto qui d'ailleurs a recruté un défenseur central juste derrière. Donc voilà. Et puis bah, après, finir par San Diego, voilà, Dreyer, Ingvartsen, ça continue, ça déroule. Mais moi, je voulais souligner Manu Dua, le défenseur central qui a été récupéré à la draft, qui est monstrueux. Pardon, c'est vraiment un monstre derrière, c'est le rock de San Diego avec McVie à ses côtés. Je pense que ça va être compliqué de leur mettre des buts. Franchement, c'est une belle équipe. Bon, après, les gardiens, on en parlera plus tard, c'est compliqué à San Diego. Même moi, je ne sais plus qui croire. Et puis bah enfin, on va finir par Miami qui est renversant, mené 2-0 à la mi-temps. Ça a chauffé entre Messi et le coach de Orlando. Messi, faut pas le provoquer. Voilà, je pense qu'il faut jamais provoquer un joueur comme ça. Il a sorti le bleu de chauffe. Super match. Franchement, c'est Messi. Il décide de la suite d'un match et puis il est bien entouré. Donc Silvetti a été encore bon. Bah, Berterame, pas encore de but. Donc voilà, on va passer à mes flops tout de suite. Berterame, il n'est pas sur la photo de famille. Je pense que c'est un joueur où il y a énormément d'attentes. Vous le savez, gros transfert de Miami, mais bah, il est encore pas sur la photo de famille le week-end dernier, que ce soit à l'assist ou au but, donc
C'est compliqué sur les 2 premiers matchs, de savoir où on va, mais je pense que ça va le faire petit à petit. C'est quand même un super attaquant. Donc les flops, bah, Montréal, Atlanta, voilà. Atlanta, si je devais résumer, j'ai mis quelques mots pour Atlanta, mon équipe. Donc le néant, une bouillie de foot, zéro idée. Et voilà, ça donne des buts comme la saison passée. Hoyos, d'un gardien à l'autre, la défense à la ramasse, aucun lion. Emmanuel Latelas, catastrophique, même si je suis y croyais vu sa pré-saison. Je vais vous dire, et ça me fait mal à la tronche de le dire, je pense qu'il y a un joueur qui représente vraiment la loose à Atlanta, alors qu'il a représenté les super années au début d'Atlanta, c'est Almiron. Miguel Almiron, en 2018, c'était un monstre. Et aujourd'hui, on est sur un joueur, vous savez, qui se regarde jouer un peu. On est quand même sur un joueur l'année dernière, en 31 matchs, c'est 6 buts, seulement 7 passes D. Et cette saison, Miguel Almiron, je sais pas, je le sens pas, je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait c'est le mec qui va représenter la loose à Atlanta. Ça me fait mal à la tronche de le dire, mais lui, Miranchuk, Latelas, ils ont coûté très cher et je pense qu'ils représentent vraiment la loose dans mon équipe. Les flops, bah, c'est les Ravs. C'est compliqué les Ravs aussi, hein. J'ai l'impression que Carles Rill va pas s'amuser cette saison. Mais bon, on va voir ce que le coach va nous proposer. Il a l'air confiant, donc à suivre. Charlotte qui a été désorganisée et qui était menée 3-0 en moins de 15 minutes, dites-vous quand même. Bon, bah après le match c'est terminé, hein. L'équipe d'en face a fait tourner le ballon et a géré. Et Orlando, bah, qui mène mine de rien 2-0 à la mi-temps contre Miami, mais qui s'écroule. Alors certes c'est Miami et Messi, mais pour moi c'est une erreur. Tu peux pas dans un derby mener 2-0 et te faire bouffer psychologiquement et sur le terrain comme ça. On va passer à l'équipe de la semaine. Donc, vous le savez, bon, le joueur de la semaine, pas de surprise, Lionel Messi. De toute façon, dès que Messi mettra 2 buts, ce sera le joueur de la semaine. Dans les buts, c'est Raphaël Cabral, donc, qui représente bien, hein, le super match de Salt Lake. Derrière, on a Harrington qui a été très très bon et buteur avec Colorado. Uroguidé de Dallas qui est vraiment très très solide. Tyvon Gray qui a marqué un beau but et donné la victoire à NYCFC. Bien sûr, le milieu, bon, bah, le milieu, est-ce que c'est un milieu, on a Thomas Müller et Dreyer, Marquis Delgado qui a mis un super but, Segovia qui a fait un super match, Segovia, Telasco, et puis bah, devant on a Joao Klaus, Joveljic et Messi, donc voilà 3-4-3 des familles en MLS pour l'équipe de la semaine. Et bien après avoir fait un peu un petit débrief de ce qui s'est passé la semaine dernière, on va passer aux Actu Club. Avant de partir sur les clubs vraiment précisément, vous donner une info. L'ancien d'SKC, Johnny fucking Russell, a signé à Dundee United en Écosse. Donc voilà, Johnny Russell, c'est fini en MLS, hein. Il avait fait une petite pige l'année dernière, mais ça s'était pas très très bien passé. Donc le voilà de retour au pays en Écosse. Donc on va passer maintenant au club. Donc Atlanta. Atlanta, les dernières infos qu'on a eues, c'était mardi. Donc, c'est Steven Alzate, le milieu de terrain. Il s'entraînait individuellement et pas avec l'équipe au complet. Et Atlanta a officialisé l'arrivée de Mathias Galarza, donc le milieu de River Plate, qui arrive en prêt jusqu'en juin 2026 avec une option d'achat. Je me méfie parce que je me dis peut-être qu'ils sont capables de libérer, enfin de faire partir Miranchuk cet été et puis de le passer d'IP, j'espère pas, mais voilà, en tout cas il arrive en prêt avec option d'achat juin 2026. À Cincinnati, vous signalez que Yuya Kubo, l'ancien milieu de terrain qui avait été DP au début, a pris sa retraite sportive à seulement 32 ans. Il reste à Cincinnati apparemment et voilà, fin de carrière hyper tôt. C'était vraiment un beau joueur, Yuya Kubo. Je trouve que c'était un joueur vraiment un soldat au milieu très intéressant. Donc voilà, bah, écoutez, fin de carrière pour Yuya Kubo qui aura fait de belles années à Cincinnati. On va passer à Seattle ou comme je l'ai surnommé sur X, le FC Injuries. Je vous l'avais dit dans les présentations avec Nico, c'est un club où il y a tout le temps des blessés. Je sais pas ce que Schmetzer et ses médecins ils foutent, mais franchement, tu peux pas avoir autant de blessés. On est le 4 mars, la saison a repris depuis 10 jours. Et donc les dernières infos, donc le 4 mars, donc hier on a eu des infos, donc Minungu semblait s'entraîner à fond, même s'il a une petite fracture à la plante du pied, et que sa participation au match de ce week-end va dépendre de sa tolérance à la douleur, donc il sera incertain. Paul Rossrock n'était pas là, il s'est blessé au pied contre Salt Lake, et ils sont en train d'évaluer son état. La veille, donc mardi, on nous a dit que Stuart Hawkins et Ryan Saylor étaient blessés cuisses et genoux, dans l'ordre où je vous les ai cités et qui sont loin d'un retour à la normale. Kim Ki-hee a rechuté à l'entraînement mardi, alors c'était une entorse je crois du genou, si je dis pas de bêtises, et Jordan Morris devrait toujours être indisponible environ 4 semaines. Pedro de la Vega reviendra pas avant le mois d'avril, donc voilà, l'infirmerie est bien pleine du côté de Seattle.
qui c'est compliqué hein, parce que tu perds Maurice et Ross Rock, donc tu as déjà tes deux ailiers gauche en moins. Columbus, donc la seule info qu'on a eue c'était hier et c'est donc mercredi 4 mars, c'est Mo Farsi qui travaillait à l'écart du groupe. Donc Mo Farsi pas encore intégré pleinement à l'effectif. Du côté de Saint-Louis, hier c'est pareil, on nous disait que Cordova, la recrue devant, s'entraîne avec l'équipe. Totland est absent, il souffre d'un inconfort abdominal, je pense qu'il a une petite gastro le copain, et il est en cours d'évaluation. Marcel Artel qui a loupé le match du week-end dernier à la surprise générale, c'est que il attendait la naissance de son enfant, donc il va être de retour aujourd'hui, jeudi à l'entraînement, donc jeudi, vendredi, 2 jours d'entraînement. Ouah, je ne sais pas s'il sera titulaire, même s'il est essentiel à cette équipe. Et ils joueront à domicile, donc sûrement qu'il jouera. Les absents qu'il y avait hier, c'était Fall, Ostrak et Loven. Comme vous le savez, Loven, les soucis de santé de sa femme font que pour le moment, on sera dans l'incertitude et ce sera un peu au jour le jour avec Edward Loven, qui manque beaucoup à cette équipe. Du côté de Montréal, donc l'entraînement d'hier nous a dit que tout le monde était présent sauf Brandon Craig et Ibrahim Sunusi qui s'entraînent à l'écart. Sunusi, je ne sais pas si vous avez vu un peu passer, il est clairement mis à l'écart, hein, mais bon, est-ce que c'est une grosse perte? Je ne pense pas. Sunusi, on rappelle, c'est un joueur qui est souvent hors de forme et qui a un peu les pieds palmés, donc voilà, c'est pas une grosse perte. J'espère juste que Montréal réussira à le faire partir pour pouvoir prendre un joueur un peu plus de qualité que ce joueur. Jalen Neal a noté hier, a fini la séance avec un thérapeute. Il semblait avoir une douleur à la cheville ou au genou droit selon Maxime Truman. Donc il y a de l'incertitude sur Jalen Neal en défense centrale certainement ce week-end, à voir au moment des rapports de disponibilité ce que ça va nous communiquer. Du côté de Miami, les dernières infos qu'on a eues, c'était mardi. Donc Régulion, le latéral gauche, était de retour pour la première fois à l'entraînement complet après son entorse du genou subi en pré-saison sur un sale tacle. Donc Régulion pourrait commencer à avoir du temps de jeu ce week-end, je pense. J'ai du mal à le voir titulaire et peut-être en tout CONCACAF la semaine prochaine contre Nashville. Il y a également Mathias Azevedo, un jeune milieu de terrain de l'équipe réserve du Racing en Argentine de 17 ans qui est pisté par Miami et ils sont en train de voir s'ils font une offre avant la fermeture du mercato le 26 mars ou s'ils attendent cet été. Du côté de Minnesota, donc Romero qui était absent de l'effectif le week-end dernier et le week-end d'avant depuis 2 semaines, a fait le voyage, il a été pris en photo sur le tarmac, donc il sera présent dans le groupe à Nashville. Est-ce qu'il sera titulaire? Je ne sais pas. Mardi, on a eu des infos comme quoi Michael Boxall, le capitaine, a reçu un coup à l'œil mais il souffre d'une blessure aux adducteurs. C'est pour ça qu'il ne s'est pas entraîné mardi et qu'il ne voulait pas prendre de risques, mais il n'est pas soumis au protocole commotion. Donc à voir au niveau des rapports de disponibilité ce qu'on lui dira sur la présence ou non du capitaine en défense. Et Albert Ellis, je vous en parlais la semaine dernière, il est toujours à l'essai avec Minnesota mais il a intégré l'équipe 1. Il était avec l'équipe réserve jusqu'à présent et maintenant il est avec l'équipe première. Du côté de Charlotte, on a eu quelques infos du directeur général qui a été plutôt précis sur ces infos. Donc sur Wilfried Zaha, déjà il nous a dit que Zaha, le problème c'est pas de négocier, c'est de voir ses agents. Parce qu'il en a deux, donc il y en a un qui arrive à Charlotte, donc ils vont pouvoir commencer les discussions, même si lui, il a bien signalé qu'il voulait que Zaha soit plus décisif, plus buteur, plus passeur, et il est tout à fait en droit d'attendre ça d'un DP. Il y a eu quelques infos sur... il a plutôt démenti les infos, les rumeurs de transfert sur Kawin Vargas par rapport à des clubs sud-américains. Il a dit que c'était une surprise pour lui, autant que pour nous, et que les rumeurs étaient infondées. Il y a également eu des infos sur Nimfasha Berchimas, vous savez, le jeune crack, comme on peut dire, qui serait pisté par le Bayern. Donc le Bayern l'avait invité l'année dernière en stage, donc apparemment il y aura un vif intérêt de plusieurs clubs européens. Et il y avait eu une info comme quoi Berchimas n'entrait pas dans les plans de l'équipe 1 cette saison, mais Kneta, le DG, a dit que non, ça dépendait que de lui et de ses performances. Lundi, on a eu également des infos. Donc Henri Kessler était de retour à l'entraînement individuel, donc peut-être un retour prochain pour le défenseur central de Charlotte. On va passer à Vancouver. Vancouver qui, mardi, on a eu des infos, donc Ryan Gold était en salle, Sean Lowe et Albouni faisaient un travail léger, donc l'info sur Sean Lowe c'est qu'il sera évalué à la semaine après semaine, c'est difficile de savoir quand il va reprendre suite à sa blessure au mollet. Ranko Veselinovic et Sam Adekugbe étaient à l'entraînement partiel. Cabrera faisait des tours de terrain et tranquillement. Et Caicedo arrive jeudi. Donc voilà, les infos un peu sportives du côté des Whitecaps parce qu'on a d'autres infos. Souvenez-vous, en mai 2024, Vancouver-Miami. Vancouver avait augmenté drastiquement le prix de ses places puisque Messi venait.
C'était vraiment il y avait une grosse stratégie marketing qui avait été mise en place. Et du coup, Messi n'était pas venu. Tata Martino, à quelques jours du match, avait annoncé que Messi était forfait. Du coup, bah, c'était historique. Ils avaient rempli le stade, la billetterie était blindée. Un homme a mené une plainte, donc Ochun, dénonçant une technique promotionnelle de vente de billets trompeuse servant d'appât et qui laissait entendre ou suggérer la participation de Messi et ses deux coéquipiers à ce match. Donc c'était Alba Busquets à cette époque. Et donc, la MLS et Vancouver, ils ont nié toute responsabilité, ils ont essayé de trouver un accord à l'amiable pour éviter de payer une pénalité, des frais juridiques. Sauf que la MLS et Vancouver, ils ont été condamnés à verser environ 347 000 dollars, donc 300 000 euros, à trois organismes de bienfaisance sportifs et une indemnité de 1500 dollars à la personne qui a mené la plainte. Voilà, donc ils ont été condamnés. Donc c'est complètement dingue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir un antécédent avec cette décision qui fait qu'en fait, maintenant tous les clubs qui le font, parce qu'ils le font, ils augmentent les prix quand Messi vient. Bon, là, c'est vrai que Vancouver avait un peu forcé sur la communication, et du coup, imaginez, vous vous faites accuser de faire de la tromperie quoi, sur le produit. Je pense que ça va pas en rester là et que d'autres associations ou personnes risquent de mener des plaintes dans les saisons à venir si ça se reproduit. On va passer à Salt Lake. Donc l'info qu'on a eu mardi, elle est malheureuse, hein. Le coach nous a dit qu'Ariol Piol, qui commençait bien sa saison, s'est rompu le tendon d'Achille face à Seattle et a été opéré donc mardi. Et donc va en prendre certainement pour de nombreux mois d'absence. Du côté de Portland, donc les dernières infos c'était mardi, donc Dacosta s'est entraîné avec l'équipe. Il avait subi, vous vous souvenez, une opération de l'épaule en novembre. Phil Neville a dit que c'était comme le premier jour de la pré-saison pour lui, mais qu'il est convaincu qu'on pourrait le voir plus tôt que prévu. Et que il en parlait déjà presque ce week-end ou le week-end prochain. Donc vous voyez, on vous disait avec Nico, que Neuville, c'est complètement contradictoire. C'est le premier jour de sa pré-saison, mais on peut compter sur lui ce week-end ou le week-end prochain. Complètement à la ramasse, le père Neuville. Ravena, donc la recrue, s'est entraîné avec l'équipe, il n'a pas encore son visa, donc même si Neuville pense qu'il devrait être dispo ce week-end, à voir dans, dans les rapports de disponibilité. À Chicago, donc mardi, l'info, c'était qu'Andrew Gutman s'entraînait encore en salle, hein, blessé au mollet, pas encore sûr de revenir. Du côté de Toronto, comme je vous le disais, donc après la volée qu'ils ont pris la semaine dernière, ils ont décidé de recruter Benjamin Kusevic, donc qui joue à Fortaleza selon des sources. Ce sera un prêt avec option d'achat. Et puis pour terminer les infos de la semaine, c'est Robin Fraser, donc qui parlait au moment de l'officialisation de Josh Sargent, vous savez, à Toronto. Il disait que contrairement à d'autres joueurs, donc italiens, pour ne pas les citer, Insigne et Bernardeschi, il a dit, je cite, on recherche de bons joueurs, de bonnes personnes, des gens qui ont envie d'être ici plutôt que des mercenaires qui ne pensent qu'à l'argent. Fin de citation. Hop, voilà, c'est envoyé, Robin Fraser. Moi, j'aime bien ce coach. Je pense que l'année dernière, il n'avait pas hésité à mettre les deux sur le banc quand il n'était pas bon. Donc voilà, un petit tac pour les deux Italiens qui n'ont pas fait les beaux jours de Toronto. On arrive au bout des infos de la semaine. Comme je vous le dis toujours, restez branchés sur mon compte puisque ce soir, on sera jeudi et il y aura un paquet d'infos qui vont sortir en général le jeudi soir. Et les rapports de disponibilité, vous le savez maintenant, donc entre 23h et 1h du matin, dans la nuit de vendredi, en gros, à samedi, vous aurez les rapports de disponibilité. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va partir pour la partie fantasy, la partie présentation des matchs du week-end, pour ceux qui veulent également avoir des infos sur les matchs à regarder ou non ce week-end. Je pense que je vais ajouter ça maintenant dans mes matchs. Est-ce que je regarderai ou non ce match? Est-ce que ça vaut le coup selon moi? Donc on est parti pour les match-up de la troisième journée Avant de commencer, vous donner une petite info, c'est que le match qui était prévu samedi à 20h30 entre les Revs et Houston est reporté du fait que le terrain soit impraticable et du froid à Boston. Donc voilà, ça remet encore une couche sur le calendrier qu'il y aura à partir de 2027. Vous voyez, c'est des zones où ça ne pourra pas jouer, donc je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Vous dire également qu'il y a des suspendus ce week-end. Donc Dean à Chicago, Corcoran à Nashville, Guske à Orlando, Macania toujours suspendu à Philadelphie et Faury a pris un carton rouge la semaine dernière, donc à Portland, il sera absent. Donc voilà, les Reds Houston, c'est un match reporté, mais il y aura un autre match samedi à 20h30, c'est NYCFC Orlando. Donc bien sûr, on le regarde celui-ci, parce qu'il n'y a pas d'autres matchs en même temps.
Que vous dire? 2 défaites et 6 buts encaissés pour Orlando, donc un peu à l'image de leur pré-saison et de la reconstruction. Ça peut être une saison vraiment compliquée pour Orlando. Et comme attendu, à l'inverse, NYCFC est au rendez-vous malgré une discrète intersaison avec 4 points pris en 2 déplacements. Et pas n'importe où, 3 points à Philadelphie et 1 point au Galaxy dans l'autre conférence au premier match. Moi, je vois New York vraiment favori dans ce match. À domicile, c'est toujours très solide avec Matt Freese dans les buts et pénible à manœuvrer. Ils sont capables de tenir le clean sheet. Thiago Martins fait un gros début de saison, tout comme Mercao en attaque. Et Thales Magno a fait ses premières minutes. Je pense que Thales Magno va monter en puissance et être très intéressant. NYCFC, pour info, a plus perdu chez eux depuis 5 matchs contre Orlando. Donc pour moi, si vous jouez au fantasy, les pics intéressants, c'est Nicolas Fernandez, Mercao, Matt Freese, Hannes Wolf, qu'on sous-estime souvent sous les radars. Et Thiago Martins peut être également intéressant. À 22h30, on aura 2 matchs. Non, je vous dis des bêtises, on aura un seul match. C'était la semaine dernière qu'on avait 2 matchs. Donc on aura, bien sûr, et on le regarde, celui-ci, DC United qui va recevoir l'Inter Miami, pardon. Donc début de saison très correct pour DC. Victoire à domicile contre Philadelphie et défaite 1-0 à Austin en toute fin de match. Il n'y a pas de quoi rougir. Un grand Sean Johnson, franchement, ce gardien, c'est vraiment... Moi, je kiffe ce gardien. C'est un gardien qui est capable de vous faire des arrêts de malade. Et la semaine dernière, il a encore fait un match très très rempli, très très plein. Mais bon, face à eux, on aura Miami, Messi. Alors, est-ce qu'ils feront tourner? Puisqu'après, ils vont jouer en CONCACAF contre Nashville. Mais j'ai du mal à croire que DC va tenir dans ce match, hein, comme à Orlando. En fait, il suffit que Messi se mette à accélérer pendant une mi-temps avec tous ses petits copains et que ce soit compliqué. Donc bien sûr, vous savez, hein, si vous jouez au fantasy, les pics intéressants, ça va être Lionel Messi, bien sûr. Sinclair, alors qui est dans la difficulté quand même sur les premiers matchs. Attention, je ne sais pas si Mascherano serait capable de mettre Rios Novo, mais Sinclair, pas exempt de tout reproche sur les premiers matchs, même si je pense que sur ce match, ADC qui a du mal à se procurer des occasions, il peut tenir un clean sheet. Sean Johnson, alors vous allez vous dire, ouais, mais Sean Johnson, il peut prendre 3 buts. Oui, mais il peut faire aussi un peu de AA si vous jouez à Sorare, donc ça peut être intéressant. Et Silvetti est en très grande forme, il revient bien, mais le petit jeune après sa blessure. Et bien sûr, moi je surveillerai Segovia et éventuellement Reguilón s'il est titulaire, même si j'ai du mal à y croire. On va passer au match de la nuit. Donc à 1h30, moi ça je vais le regarder, mais je vais m'infliger encore ça. Je pense que ce sera pas sur le grand écran, mais sur le téléphone ou la tablette. Ce sera le Atlanta Salt Lake. Donc Atlanta, nul, catastrophique, c'est le néant. Voilà, ils vont retrouver le Benz Stadium. Donc à voir face à une surprenante équipe de Salt Lake qui va aller dans la conférence opposée. C'est un match-up, je vous avoue, qui est pour moi illisible. J'aurais tendance à pas être objectif et me dire qu'Atlanta va marquer à domicile et se réveiller. Mais vu la bouillie de foot qu'ils ont proposé sur les 2 premiers matchs, j'y crois pas. J'espère que Miranchuk va être titulaire. Alors, c'est pas grand chose, mais il amène un petit truc en plus que les autres n'ont pas. Donc, pour moi, ça va être compliqué. À surveiller de côté de Salt Lake, Guy Lavogui qui a fait une superbe entrée la semaine dernière. Je pense que c'est vraiment un profil MLS. Donc, pour moi, le pic à tenter, ce serait Guy Lavogui, justement, s'il est titulaire. Et après, je dirais le petit Lucas Moïsa. J'ai trouvé super intéressant la semaine dernière. Et puis bien sûr, j'aurais envie de vous dire que y a Miranchuk et Almiron qui vont être intéressants, mais non, moi j'irai pas sur Atlanta si je joue au fantasy. J'irai pas, même s'il joue à domicile pour le moment, j'attendrai, ou en tout cas pas sur mes équipes prioritaires. Voilà. On aura Charlotte qui va recevoir Austin en même temps. C'est pas forcément un match qui me donne envie de le regarder. Je sais pas pourquoi. Charlotte pour moi va retrouver sa pelouse après la gifle reçue au Galaxy et un non-match surprenant. Pour moi, Charlotte reste favori. Large favori. Austin, ça se déplace pour la première fois après 2 matchs à domicile et 4 points pris. Mais déplacement hors conférence. Et Austin, c'est pas une équipe qui se déplace très très bien. J'ai pas confiance en eux. Donc je pense que Charlotte va réagir. Et j'attends vraiment, pour moi, des pics que je prendrais dans le fantasy. Ce serait Zaha. Je pense qu'il va réagir. Zaha, Toklomati, Biel, Kalinja. Pour moi, c'est vraiment des pics qui vont être intéressants. Charlotte est toujours très compliqué à jouer à domicile dans un stade souvent bien rempli et bien poussé par son public. Donc voilà, pour moi, Charlotte est intéressante sur ce match-up à privilégier. Austin, j'ai un peu de mal à me projeter sur cette équipe pour le moment à l'extérieur.
Le match par contre que je vais regarder qui va se jouer en même temps et qui m'intéresse, c'est Columbus-Chicago. Je pense qu'on peut voir des buts dans ce match. Après 2 matchs hors conférence, une défaite, un nul pour Columbus. Ils vont retrouver leur pelouse. Donc voilà, on va quand même doser un peu sur le début de saison de Columbus puisque c'était 2 matchs à l'extérieur, mais ils ont été très intéressants. Moi j'adore hein, Wessam Abou-Ali, Diego Rossi, la connexion se fait très très bien. À noter que Wessam Abou-Ali a raté un penalty la semaine dernière, sinon il pouvait emporter le match. Et le coach a confirmé que ce sera toujours lui le tireur et il a dit qu'il marquerait le prochain. Chicago a étrié Montréal la semaine dernière, même en étant à 10. Donc c'est deux équipes à vocation offensive avec des arguments dans ce secteur de jeu. Je vois bien un match avec des buts. Les deux équipes marquées. Je vois pas de clean sheet dans ce match. Donc je me méfierais si vous avez les gardiens de ces équipes. Ne les mettez pas ou pas dans vos équipes, on va dire vos meilleures équipes. Voilà. Les pics pour moi qui vont être intéressants, bah, vous le savez, un Kuiper, Zinkernagel, Bamba. Et de l'autre côté, bah, Rossi Ali et Harfston. Harfston qui est toujours très intéressant du côté de Columbus. Et je noterai le petit Amundsen, si vous voulez, un défenseur qui est toujours très intéressant avec sa super patte gauche. On va passer à Philadelphie-San Jose. Philadelphie, début de saison difficile, 2 défaites en 2 réceptions. Enfin non, 2 défaites, une à d'ici et une chez eux. Ils ont perdu tout leur cadre en même temps, donc faut pas trop s'étonner. Ils n'ont pas renforcé vraiment pour le moment et ils n'auront pas Macagna derrière. Face à eux, le surprenant San Jose de Tonton Bruce qui a gagné à l'inverse de Philadelphie ses 2 premiers matchs à domicile, donc bon, contre des adversaires relativisés, donc Atlanta et SKC, mais moi je voyais pas San Jose au niveau de Atlanta par exemple, en termes de qualité d'effectif, donc c'est une belle victoire. Premier match dans l'autre conférence, donc premier test pour San Jose, donc c'est pour ça que c'est illisible. Et Philadelphie, ils vont pas vouloir faire la série de 3 matchs sans gagner, et surtout 3 défaites de suite. Donc voilà, pour moi c'est un match complexe, même si Philadelphie est capable de rester solide. Donc André Blake est toujours intéressant, même si c'est plus la même défense devant lui. Il n'y a plus Glesnes, il n'y a plus Wagner. Voilà. Le petit Nathan Ariel peut être intéressant, mais en face j'aime beaucoup Ricketts et Judd. C'est très intéressant ce début de saison. Et il y en a un qui est sous les radars pour le moment, qui n'a pas fait des énormes matchs, c'est Iloski, Milan Iloski, que je vois très intéressant comme pick si vous l'avez du côté de Philadelphie. À 2h30 du matin, on aura un Nashville, Minnesota. Alors celui-ci, il me plaît et je pense que je vais jeter un œil. Donc bon, 2 équipes en forme qui ont pris toutes les deux 4 points de match. Nashville a fait 2 clean sheets en MLS. Nashville avec la CONCACAF Champions je le refais. Nashville avec la CONCACAF Champions Cup, c'est 11 buts en 4 matchs, un seul encaissé. Leur nul à Dallas, c'est un résultat correct, hors conférence. Je pense qu'il ne faut pas, comme je vous l'ai dit, hein, sous-estimer Dallas. Minnesota m'a beaucoup plu, bien mené par Triantis, Pereira bien sûr, Yeboah. Donc on a vu la semaine dernière notre ami Rames Rodriguez est resté dans le froid sur le banc, il n'a pas bougé. Je suis pas sûr qu'on le voit encore cette semaine, même s'il fera un peu meilleur du côté de Nashville. Gros impact au milieu, je le disais, Triantis et Trapp, c'est vraiment très très solide. Et à voir s'il va leur manquer Boxall, parce que ça peut peser hein, le rock défensif. Si normalement Surridge, qui était malade la semaine dernière, on devrait avoir des infos ce soir, devrait être de retour. S'il n'y a pas Boxall pour le bloquer en termes de taille et de poids, ça peut être compliqué. Donc avantage tout de même à Nashville pour moi. Je pense qu'on est quand même sur une équipe qui sera favori avec leur force de frappe. Mais Minnesota a battu Cincinnati et ça ne m'étonnerait pas s'ils viennent à accrocher un résultat. Voilà. Franchement, Minnesota, je pense que c'est une équipe qui part pas favorite sur ce match, mais qui peut surprendre. Même si voilà, je reste persuadé que Nashville, même avant un match contre Miami, est favori. Donc je dirais que bon, je vois pas énormément de buts, donc je dirais Schwake peut être un pic intéressant du côté de Nashville. Surridge, Mukhtar, Espinoza, moi j'en attends plus. Espinoza, pour le moment assez décevant dans ce collectif. Et bien sûr, derrière, vous avez Palacios, Boledi et Narar qui peuvent être intéressants. Et puis à Minnesota, bah, vous avez Triantis au milieu qui est toujours un bon pic. Et Pereira, même si c'est un match à l'extérieur. À l'extérieur en MLS, vous le savez, c'est compliqué. En même temps, à 2h30, on aura un SKC San Diego. Alors vraiment, je vois à aucun moment Manu Garcia, Joe Belgique lutter face à l'armada collective de San Diego. Pour moi, San Diego, c'est top 5, voire et pas cinquième des meilleurs effectifs de MLS. Ouais, on peut les faire hein, de tête. De toute façon, pour moi, il y a Nashville,
Il y a Nashville, il y a Miami, il y a LAFC qui sont devant et je pense qu'après ouais je les mets je les mets quatrième voilà. Donc même si SKC joue bien à la maison et que San Diego aura la CONCACAF Champions Cup, je vois pas San Diego se faire bloquer. Ils ont un jeu de transition, je sais pas si vous les avez déjà vus, c'est monstrueux. C'est vraiment une équipe qui est destructrice et sur le moindre compte, la moindre faille, ils peuvent vous faire très très mal. Clean sheet quand même possible pour moi pour San Diego. Mais, attention, on y vient, au gardien, j'y comprends plus rien. Donc, la saison passée, on a eu CJ Dos Santos qui a fait une belle saison. Il était critiqué pour son jeu au pied, mais il tenait la baraque. En playoff, il s'est fait réinitialiser. Il s'est pris un coup à la tête monstrueux, il a dû sortir, il n'a pas pu tenir à la fin de la saison et les playoffs. C'est Cisniega qui a pris la suite. Cisniega, ça n'a jamais été un gardien numéro 1 en MLS, toujours ciré le banc, c'est un gardien correct. Mais j'irai pas jusqu'à dire qu'il a la carrure pour être un numéro 1. Cisniega a été suspendu cette saison et le jeune Duran Frère a pris le poste de numéro 1 au premier match. Le gamin a été super. Il a fait un deuxième match puisqu'ils l'ont confirmé, il a été super. Donc on se retrouve aujourd'hui avec CJ qui était numéro 1 la saison passée et qui tenait son rang, qui contentait tout le monde. De ce que je lis et de ce que je vois, Cisniega qui se battent pour le poste de numéro 1 et CJ Dos Santos numéro 3. Sauf que CJ Dos Santos a perdu sa place sur une blessure. Pas été moins bon, il l'a pas demandé. Et il est encore pas apte apparemment à jouer. Il cire le banc. Donc clairement, pour le moment, les gardiens de San Diego, et même sur cette saison, malgré le fait que ce soit très solide, moi j'irai pas. J'irai pas parce que vous allez vous exposer à des DNP ou des surprises au dernier moment. Donc clairement, moi, je l'ai mis sur X l'autre jour en disant que c'était une anomalie Cisniega par rapport à CJ et 2 jours après, le coach a détruit mon argumentaire en disant que Duran Frère, c'était quasiment le numéro 1. Donc voilà, désolé, mais voilà, compliqué à lire San Diego au niveau des gardiens. Donc pour en revenir au match-up, vous le savez, pour moi, il y a Dverskov, Dreyer, Pellegrino, Ingvartsen qui vont être intéressants et Manu Dua dont je vous parlais tout à l'heure. On va passer à Saint-Louis-Seattle, ça va se jouer en même temps. Je pense que je vais jeter un œil parce que Seattle, je veux voir. Et Saint-Louis, j'ai bien aimé ce que j'ai vu au premier match. Donc Saint-Louis, c'est 1 point en 2 matchs. Mais le premier match m'avait plu contre Charlotte. Seattle s'est fait surprendre contre les gamins de Salt Lake et ils vont enchaîner un match. Alors Seattle, gros programme, puisqu'ils vont à l'extérieur à Saint-Louis, à l'extérieur à Vancouver en CONCACAF Champions Cup la semaine dernière et ils vont en MLS à l'extérieur à San Jose le week-end dernier. Donc 3 déplacements de suite avec déjà beaucoup de blessés. Je pense que Seattle, ça peut leur faire mal. Hartel était absent pour la naissance de son fils, je vous l'ai dit, mais il va être de retour. Match-up pas facile à lire. Moi, j'irai sur Hartel et Rusnak. Pour moi, c'est des pics plutôt sympas. J'irai pas sur le reste parce que c'est compliqué à lire. On passe au match à 3h30, donc il y aura un Colorado et les Galaxy. J'aime bien ces deux équipes, ce qu'elles proposent. Belle victoire des Rapids face à Portland la semaine dernière et les Galaxy a fait 4 sur 6 en 2 réceptions. Premier déplacement à Colorado, jamais facile. Ils sont beaucoup mieux en MLS qu'en CONCACAF où ils n'ont pas été très très bons. Mais ils sont toujours en difficulté à l'extérieur, donc incertains sur leur perf à venir. Moi je trouve que le duo Peck-Klaus et même le trio avec Pinsil est pas mal. Hâte de voir Eric Tommy dans cette équipe qui va amener un peu de peps autour de Royce. C'est un match difficile à lire. Moi j'irai plutôt sur les joueurs offensifs, donc Klaus, Peck, Navarro. Je pense qu'on n'aura pas de clean sheet dans ce match et qu'on va avoir quelques buts. À 4h30, on aura LAFC qui va recevoir Dallas. Donc comme j'ai dit, j'aime beaucoup Dallas, mais je pense qu'ils vont passer au grill. En fait, LAFC, cette saison, ils font mal. Mais c'est une équipe qui peut te faire une transition destructrice, qui peut conserver, parce qu'aujourd'hui, ils ont un milieu de terrain, Tillman, Delgado, Eustachio, de très grande qualité, au-dessus des autres équipes de MLS, donc ils peuvent avoir une tenue de balle, ils sont complets dans tous les registres. Est-ce que le coach, qu'on connaissait pas énormément et on pouvait avoir des doutes, est en train de mettre en place, est très intéressant. Donc je pense que l'AFC va marquer au moins 2 buts. Bouanga, Son, vous le savez, au rendez-vous, clean sheet possible pour LAFC, malgré la menace Petar Musa qui à tout moment peut marquer. Donc voilà, les pics pour moi c'est Bouanga, Son, Eustachio, Lloris, et puis après vous avez Palencia, Delgado, Segura qui peuvent être très très intéressants sur ce match. À 4h30, on aura un Portland-Vancouver, donc ça c'est pas facile à lire. Alors, Vancouver, ils sont sur 3 clean sheets de suite, donc
1-0 gagné chez eux contre Salt Lake, 3-0 contre Toronto et gagné 2-0 contre Carthagins en CONCACAF. Portland avait gagné chez eux contre Columbus et a perdu aux Rapids. Donc pour moi les Whitecaps Vancouver vont être quand même favoris, même s'ils vont enchaîner en plus ils vont enchaîner 2 matchs derrière à domicile, donc vraiment ils vont enchaîner une réception comme je vous l'ai dit tout à l'heure en CONCACAF contre Seattle et ensuite contre Minnesota. Donc pour moi, je pense que Portland peut aller créer la surprise grâce à son gros collectif et aller faire un bon résultat là-bas. Après il y aura des buts, hein. Je pense que c'est deux équipes qui savent marquer des buts. Vancouver est quand même très solide, mais Portland a une force de frappe offensive qui peut faire mal à n'importe quelle équipe. Donc pour moi, les deux équipes marquent. Les pics intéressants, vous le savez, bon, Berhalter, Thomas Müller, Blackmon devrait être pas mal. Et puis en face, c'est un peu compliqué pour le moment de lire les joueurs de Portland. Moi, j'aime bien Velde, mais il déçoit un peu sur son scoring sur les débuts de saison. Et Cole Bassett peut être intéressant. Les matchs de dimanche, on aura un match dimanche qui va être sympa. C'est sympa pour les Red Bull New York qui vont recevoir Montréal. Donc je pense qu'ils vont en faire qu'une bouchée. Montréal, voilà, vous le savez, ils ont pris 7 buts, non, 8 buts en 2 matchs. En 2 déplacements et il leur reste encore 4 déplacements, donc pour moi les Red Bull New York très très solides vont leur faire mal. Donc là les pics, vous pouvez y aller à Julian Hall, Rubalcaba, j'aimerais bien qu'il soit décisif un jour. Vous allez avoir Forsberg, vous allez avoir Horvat dans les buts, Justin Che. Pour moi, le stack Red Bull New York peut faire très très mal à Montréal. Et ensuite à minuit, on aura le dernier match donc entre Cincinnati et Toronto. Donc Toronto qui reste sur 2 défaites, qui a beaucoup reconstruit, je vous ai dit, et je persiste, j'aime beaucoup ce que cette équipe a reconstruit. Maintenant, il faut que ça prenne. Il y a Sargent, j'espère qu'il va être titulaire. Cincinnati, moi je vous le dis, sans Evander, je suis pas persuadé que ce soit une équipe très très solide sur la durée. Et dans le jeu, même avec Evander, ils vont pas. Alors, on l'a vu 20 minutes, ça m'a pas impressionné. Donc pour moi, quand même, Cincinnati favori, Denki, pic intéressant, Echenike. Vous avez également des pics intéressants en défense, c'est Lentano, puisqu'à domicile c'est toujours solide. Et puis vous avez Ramirez qui, mine de rien, reste un joueur assez méta pour Sorare, malgré le fait que je suis pas emballé par le match. Donc voilà un peu pour cette troisième journée de MLS. J'espère surtout qu'on va se régaler, qu'on va voir des buts. En tout cas, je vous remercie pour vos écoutes. Vous êtes toujours au rendez-vous, plus de 300 écoutes sur chaque épisode. N'hésitez pas, si vous appréciez le podcast, à le noter sur les plateformes, sur Spotify, à mettre un petit commentaire, à le repartager sur les réseaux. Et puis je vous invite à rester connecté sur mon Twitter pour les dernières infos de la semaine. Et je vous souhaite une belle troisième journée de MLS. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de MLS Time. Allez, à plus.